Nous nous présentons, nous sommes Karim El Fassi, directeur géotechnique de CEFI Infrafor, et Judith Bernis, ingénieur principal. Dans la continuité des webinaires proposés par le CFMS tous les deuxièmes mardis du mois, nous faisons un exposé sur les techniques d'exécution des paramoulés et des sujets particuliers. Donc, ici. Ok. Voilà. Ici. Dans un premier temps, M. Karim El Fassi, El Fari et moi ferons un point sur les différentes étapes de réalisation, construction des paramoulés en présentant les techniques d'exécution. Viendra ensuite un sujet présenté par Christophe Justineau de Soletanche-Bachy. Plus centré sur la boue de forage permettant de maintenir les tranchées faites dans le sol après forage pour réaliser les panneaux de paramoulés. Monsieur Olivier Madec de Botte Fondation évoquera les interactions avec la nappe et les problématiques liées à l'exécution des parois. On entamera ensuite une première session de questions-réponses concernant les deux premiers sujets. Et monsieur Thomas Rabour interviendra, de CEFI Infrafor, interviendra sur les injections de comblement préalables aux parois moulées. Et on entamera ensuite une autre session de questions-réponses sur les deux derniers sujets. Vous pouvez utiliser le chat de Teams. Je noterai les questions et on se les posera au fur et à mesure durant le live pour ceux qui sont intéressés. Pour les micros. Je vais faire ça après. Pour information, la deuxième partie de cette présentation aura lieu le 14 décembre et ça concernera les parois moulées de la grande profondeur. Donc pour que cette présentation se déroule pour le mieux, n'hésitez pas, veuillez s'il vous plaît couper vos caméras et vos micros. Ce sera parfait. Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, pourriez-vous nous définir une parois moulée? Alors, les parois moulées sont des écrans de soutènement provisoires ou définitifs. Leur objectif principal est de retenir les terrains et de constituer une enceinte relativement étanche à l'abri de laquelle on puisse terrasser la fouille. Les parois moulées sont constituées par la juxtaposition de panneaux en béton armé moulés dans une tranchée excavée dans le sol. Dans un premier temps, on vient réaliser un forage au moyen d'une benne à câble, c'est ce que l'on voit ici, ou au moyen d'un cutter en fonction de la nature des terrains excavés. Une fois le forage exécuté, comme ici, on vient mettre en place la cage d'armature et on procède au bétonnage. Donc, pour faire un panneau de parois moulées, il faut un atelier de forage, grue de manutention et il faut des silos pour stocker de la boue et une station de traitement de la boue. D'accord. Donc, et dans ce cas, la géométrie de la fouille a-t-elle une incidence sur l'exécution de la parois moulée? Alors, bien sûr, déjà vous voyez qu'il faut pas mal de matériel pour pouvoir réaliser une paroi moulée, donc il faut un minimum de place et il faut aussi de la place pour l'évolution des machines de forage et les grues de manutention. Ensuite, les dimensions des outils de forage étant fixes, il est nécessaire d'adapter la longueur des panneaux à la géométrie de la fouille de façon à obtenir un nombre entier de panneaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de panneautage. Alors ici, vous avez un exemple de fouille qui est simple.
parce qu'elle est rectangulaire. Et donc, vous pouvez voir, alors je vais mettre le pointeur, vous pouvez voir des petits panneaux ici, comme le panneau P5 ou le panneau P16. Et à côté, vous avez des grands panneaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les panneaux monopasse. Alors, le monopasse, il est constitué par un seul coup de benne. Donc, c'est le plus petit panneau que l'on puisse réaliser. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle des panneaux double passe. Donc, dans ce panneau double passe, vous avez un coup de benne à gauche, ici, et un coup de benne à droite. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle le merlon central, et c'est lui qui va servir de variable d'ajustement pour pouvoir avoir un nombre entier de panneaux. D'accord. On peut réaliser les fondations ou des ouvrages enterrés de formes diverses, comme des parkings, gares, bassins, puits. Ce qui caractérise dans un même temps le chantier est son site de réalisation et par conséquent son installation ou l'installation du matériel associé. Cette installation prend-elle beaucoup de temps et de place? Alors, comme on l'a vu précédemment, il faut donc du gros matériel, donc il faut un minimum de place. On ne peut pas faire une paroi moulée sur une parcelle de 1000 m². Et donc il faut aussi du temps, parce que pour installer les silos, notamment, il faut construire des ouvrages annexes comme des dalles, des choses comme ça. Donc en gros, pour commencer à forer, on ne va pas commencer à forer avant à peu près une quinzaine de jours. C'est un ordre de grandeur. Donc ici, vous voyez, on a l'exemple du bassin d'Issy-les-Moulineaux, qui est un bassin circulaire dont le diamètre est déjà très important. Il fait à peu près 45 mètres. Et vous voyez qu'à l'intérieur de l'emprise de ce bassin peuvent évoluer uniquement les machines de forage et grues de manutention. Et tout ce qui est nécessaire, donc les silos, la station donc, de traitement de la centrale de traitement donc, de la boue et puis les aires de stockage, ont été disposés à l'extérieur de l'emprise du bassin. On va passer à un autre chantier, c'est celui de Menton. Donc on est en bordure de la plage. Alors là, c'est le cas où on a vraiment beaucoup de place. De mémoire, ça devait faire à peu près 250 mètres. Et vous voyez que tout au bout, donc là, vous avez un grossissement. On a installé les silos et la centrale. Et vous voyez ici l'extrémité de la paroi. Donc là, aucun problème de place. Et on va passer au cas inverse. On est à Monaco. Donc là, vous voyez que le chantier est situé entre deux voies de circulation. Donc l'une qui est supérieure et l'autre inférieure. Et donc là, les silos ont pu être installés le long du mur de soutènement de la voie qui surplombe le chantier. Et il nous fallait bien sûr un minimum d'aire de stockage, notamment pour les cages d'armature. Et vous voyez que cette aire de stockage, elle a été construite au-dessus de la voie de circulation qui se trouve en contrebas du chantier. Donc là, c'est un cas où vraiment on a très très peu de place. Dans un mouchoir de poche presque. Donc, on a évoqué précédemment deux types de machines de forage pour les panneaux. Pour des ouvrages standards ou classiques, l'outil standard reste la benne à câble. Peut-on utiliser la benne pour tous les types de terrains? Alors, non. La benne à câble est une benne preneuse qui permet d'excaver des sols comme l'argile, la marne, les marnes et caillasses. Donc, son système, ici, vous avez une benne à câble. Donc, en gros, vous avez un bâti à l'extrémité duquel il y a des poches qui s'ouvrent et qui se referment. Donc, le principe, c'est de descendre le bâti avec les poches ouvertes dans le sol, on referme et on remonte le terrain. Donc, on fait des allers-retours comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne la profondeur voulue. Donc, on va vous montrer là quelques exemples de bennes. Donc, ce qu'on appelle les bennes lourdes. Donc, c'est une benne qui fait à peu près dans les 6 mètres, 6 mètres 50 de haut, qui fait 25 tonnes. Et avec une benne comme celle-ci, on ne peut pas passer des horizons très résistants, rocheux comme le calcaire grossier ou le grès. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement, ici, on vous montre une benne qui ressort du forage, donc poche fermée, et qui va venir déverser les matériaux donc, dans un camion. Alors, dans les horizons rocheux, comme on ne sait pas faire avec une benne, on va plutôt utiliser ce que l'on appelle un cutter
je dirais, le cutter, l'hydrofraise, c'est le même système. C'est des dénominations, je dirais, commerciales. C'est le même fonctionnement. Donc, on va voir comment fonctionne maintenant le cutter. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, le cutter, c'est aussi un bâti, comme précédemment, sauf que là, à l'extrémité du bâti, vous avez des roues que l'on voit là. Ces roues, elles font à peu près 1 mètre de diamètre. Et sur ces roues, il va y avoir des outils qui sont plus ou moins résistants en fonction de la nature des terrains à désagréger. Donc, le principe, c'est que ces roues tournent. Au fur et à mesure qu'elles tournent, elles désagrègent le terrain. Et il y a les cuttings qui remontent par une sorte d'aspirateur. Donc, la grande différence par rapport à la benne preneuse, c'est que là, on ne fait pas des allers-retours. On a le bâti qui descend comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la base du forage. Donc, on va voir comment se présente une machine de type cutter. Donc là, bon, c'est un exemple. Vous voyez que le porteur plus le cutter, l'a fait à peu près 160 tonnes. Donc, c'est vraiment des très grosses machines. Et tout à l'heure, je vous disais que la roue faisait d'un ordre de grandeur d'1 mètre. Donc, vous voyez par rapport à la taille d'une personne à côté. Et son fonctionnement est celui-ci. Donc, les roues tournent et vous avez les dents qui sont sur les roues qui viennent désagréger le terrain. Donc, le cutter, en général, coûte beaucoup plus cher d'utilisation qu'une benne preneuse. Donc, ce que l'on fait, par exemple, comme ici sur le chantier de Menton, on avait des terrains qui étaient en surface relativement meuble. Donc, on les a escavés avec une benne preneuse. Et puis, lorsqu'on est arrivé sur le substratum rocheux, on est intervenu avec le cutter. Donc, on fait ça pour optimiser les coûts. Alors, on vient de voir qu'on avait des très grosses machines qui posaient problème si on devait travailler dans des espaces un petit peu confinés ou en gabarit réduit. Donc, on a adapté ces machines. Là, c'est un exemple de machine avec une benne preneuse. Donc, on a une petite benne qui a été adaptée sur une machine avec un porteur avec un mât court. Donc, vous voyez que là, on peut passer facilement sous un tablier de pont. On a fait la même chose pour le cutter. Donc là, on a fait fabriquer un mini cutter qui permet de travailler sous gabarit réduit. D'accord. Nous avons évoqué les étapes préparatoires aux travaux de réalisation des parents moulés, comme les dimensions de l'ouvrage, le panotage et donc l'installation. Quelle est la première étape effective des travaux de forage pour la paroi moulée? Alors, vous avez vu que ce soit une benne ou que ce soit un cutter, ce sont des outils qui font facilement 5-6 mètres de haut. Donc, si on ne faisait rien et qu'on les mette directement sur le sol, ça partirait en travers très facilement. Donc, la première des choses à faire, ça va être de construire ce que l'on appelle des murettes que l'on voit ici. C'est des murettes guides qui vont permettre donc de guider donc on a dit l'outil en tête de forage. Alors, ces murettes, c'est des petits ouvrages en béton. C'est des petites murettes en béton armé ici qui font à peu près 40-50 cm de largeur et 80 cm à 1 mètre de profondeur. Donc, quand on a à faire des tracés linéaires, comme ici, on les construit avec des branches. Et quand on a des formes un peu particulières, comme c'est arrondi, eh bien, à ce moment-là, on réalise des coffrages traditionnels. Et donc, une fois qu'on a construit ces murettes, donc elles sont construites sur l'emprise du futur ouvrage. Donc, vous voyez que grâce à ces murettes, on peut forer très près des mitoyens. Ici, vous avez un mitoyen existant et vous avez la murette qui doit faire 40-50 cm. Donc, ça permet de forer très, très près. Là, c'est un autre exemple à Clermont-Ferrand où on est aussi très près du mitoyen. La prochaine question, en fait, ce serait comment assure-t-on le forage et le maintien du sol lors de l'excavation? Alors, pour excaver, ici, vous avez le forage qui est en cours de réalisation. Donc, lorsqu'on excave, on va toujours utiliser un fluide de forage. Alors, en général, c'est un fluide qui est à base de bentonite. Et ce fluide, donc, que vous voyez ici,
il va permettre de stabiliser les parois du forage, d'une part par sa densité, en s'opposant aux éventuels éboulements, et d'autre part, en retenant les particules les plus fines par la formation d'un film que l'on appelle le cake. Donc on ne va pas trop s'étendre sur les caractéristiques de la boue, parce que M. Justino va en parler juste après. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que cette boue, au fur et à mesure du forage, elle va être polluée. Donc, elle va être polluée par des sédiments de plus ou moins grossiers, donc qu'on va devoir enlever pour pouvoir garder les caractéristiques à la boue. Donc ici, vous avez la centrale, par exemple, avec du criblage, où vous avez les particules ici les plus grossières, et à droite les particules les plus fines. D'accord. Donc la boue, elle est traitée, la boue, elle est simultanément extraite par pompage et recyclée. Nous avons les dimensions du soutènement pour le futur ouvrage, le site, l'emprise du chantier, le type de terrain excavé et donc le matériel spécifique. Qu'est-ce qui permet d'obtenir la longueur souhaitée du panneau lors du bétonnage? Donc, avant le bétonnage, donc on reprend notre forage, on l'a entièrement réalisé à la bonne cote. Alors on verra tout à l'heure comment on l'équipe, en mettant notamment une cage d'armature. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer aux extrémités ici des pales planches qui vont servir de coffrage. Alors ces pales planches, en général, elles sont constituées d'éléments, de plusieurs éléments qui font 12-15 mètres de long, toujours, je dirais, au gabarit routier. Et on va les rabouter, comme ici, pour avoir la longueur souhaitée. Et on va donc les mettre en place au moyen d'une grue de manutention. Donc ici, vous avez par exemple la pale planche qui est en cours d'être mise en place dans le forage. Là, c'est un exemple de panneau où vous avez à chaque extrémité donc les pales planches qui ont été mises en place. C'est un panneau d'angle. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ces pales planches, donc, c'est qu'elles vont servir de guide pour forer le panneau adjacent et elles vont servir aussi pour porter le joint waterstop. Donc, sur ce schéma, vous avez le panneau N qui a été donc bétonné. Vous voyez que la pale planche est en place et le petit joint waterstop en bleu. Donc, en coupe, c'est ce que vous avez ici en rouge. Vous avez la pale planche qui est en place. Donc, plusieurs jours après, on va venir escaver le panneau N+1. Alors déjà, la benne va venir s'accrocher sur cette pale planche de façon à limiter les déviations entre le panneau N et le panneau N+1. Une fois que le panneau N+1 est foré, on vient retirer cette pale planche. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Et quand on retire, donc vous voyez qu'il reste le petit joint waterstop ici en bleu qui est emprisonné en quelque sorte dans le béton, et on vient bétonner le panneau N+1. Donc c'est ce que vous avez sur la coupe ici à côté. Donc ça, c'est l'empreinte de la pale planche et le joint waterstop. Donc on a réalisé ici une photo sur une paroi en arras basse, donc pour vous montrer l'empreinte de la pale planche et le joint que l'on voit ici en noir. Le matériel permet de contrôler en continu l'épaisseur, la verticalité et le déplacement latéral de la tranchée en cours. Après le forage, la mise en place de la boue de forage pour assurer la stabilité de la tranchée ouverte, on peut y placer une cage d'armature. Comment sont mises en place ces cages d'armature? Alors, les cages, en général, elles sont constituées par des barrachas et elles sont montées en atelier. Donc, en fonction de la profondeur du panneau, les cages sont constituées d'un ou plusieurs éléments et elles sont mises en place au moyen, ici, d'une grue de manutention. Donc, là, vous avez la manutention d'une cage, je dirais, normale, rectangulaire. Ici, c'est une cage un petit peu particulière qui est en jambe de pantalon. C'était sur le contournement de Nîmes-Montpellier. Et une fois que cette cage est mise en place dans le forage, on vient la caler sur les murettes pour bien maîtriser la position altimétrique des réservations, comme les manchons ou tout simplement donc pour avoir aussi maîtrisé la position des renforts dans la cage. Donc là, on va
vous montrer un petit film qui illustre ceci. Voilà, donc c'est... Pourquoi il tombe pas? Je vais passer à la page suivante. Non, c'est pas ça qui va faire ça. Ouais, c'est ce que je cherche. Oui, pardon, on a eu un petit souci là. Bon, donc on a dit que les cages sont constituées de plusieurs éléments. En général, il y en a au moins deux, à moins qu'on ait une paroi très courte. Donc il faut liaisonner les éléments entre eux. Donc le plus simple, ce qui se fait le plus souvent, c'est des liaisons par ligature, comme on voit ici. Mais on peut faire aussi des liaisons pour mieux maîtriser l'altimétrie des réservations, des renforts, par des serrures, donc cross-lock. Donc ça, c'est un brevet qui a été déposé par CEFI. On en parlera plus en détail lors du webinaire du 14. Et si vous voulez, donc en gros, c'est constitué par des plaques que l'on voit ici, là, en rouge et bleu. Donc ces plaques, elles sont mises en place en atelier. Et quand on vient présenter les deux éléments, on vient mettre en vis-à-vis les deux plaques qu'on vient solidariser avec un système de boulons plus écrou. Lors de ces opérations, la densité des aciers ne doit pas être trop élevée, pour rappel, de manière à garantir un bon enrobage et le béton doit conserver son ouvrabilité pendant la durée du bétonnage. Quand retire-t-on des pales blanches après le coffrage? Donc, le bétonnage. Parler du bétonnage d'abord, avant l'enlèvement. Donc le bétonnage, il va consister à mettre en place les colonnes de bétonnage. Donc une fois qu'on a mis en place les cages d'armature, ensuite on vient déverser le béton au moyen des toupies donc dans les colonnes, et le bétonnage se fait toujours du bas vers le haut. Et par simple différence de densité, on va avoir le béton qui va venir chasser le fluide de forage, donc notamment la boue bentonitique. Donc ici, vous avez un atelier où on bétonne, et pendant ce temps-là, il y a l'atelier de forage qui travaille sur un autre panneau. Donc chez CEFI, les colonnes de bétonnage sont constituées par des éléments qui font à peu près 3 mètres de haut, donc qui sont dans un rack à tige. On vient les assembler pour avoir la longueur voulue. Et quand on a cette longueur, donc là on va voir un petit peu comment on les assemble. Avec une grue de manutention, on va venir les mettre en place directement dans le forage. Voilà. Donc là, la colonne est amenée au droit du forage. Vous voyez qu'à côté, il y a une autre colonne qui est équipée de l'entonnoir. Et quand on a fait tout ça, il y a les toupies qui viennent et qui déversent le béton. Donc là, on a un autre panneau qui a été réalisé. Okay. Donc là, on peut parler des pales blanches. Voilà, donc pour les pales blanches, donc ils nous ont servi de coffrage, à un moment donné, il faut les retirer. Donc on les retire quand on a terminé le forage du panneau adjacent. Donc ici, on peut voir une petite manipulation. Et après, passage dans les autres forages. Okay. Lorsque la totalité des panneaux est réalisée, le terrassement peut débuter à l'intérieur de la fouille.
En fonction de la nature du sol, des avoisinants et de la profondeur de la fouille, il est nécessaire de disposer un ou plusieurs niveaux d'appui pour assurer la stabilité du soutènement. Que fait-on donc pour assurer cette stabilité? Quelles sont les techniques? Donc, donc la stabilité, soit on a une fouille qui n'est pas très profonde, on dira qu'elle est autostable, soit, comme disait Judith, il faut faire plusieurs niveaux. Donc ici, on a fait un petit schéma où vous voyez, il y a deux niveaux d'appui constitués par des butons. Donc on met le premier niveau, on terrasse, le deuxième, on terrasse jusqu'au fond de fouille, et ainsi de suite. Donc on va voir là sur des exemples. Donc si vous voulez les butons, pardon, pour la stabilité provisoire, ça sera des butons ou des tirants, éventuellement des éléments de génie civil, comme des poutres ou alors des bouts de plancher. Et en phase définitive, le soutènement, lui, sera assuré le plus généralement, ça sera assuré par les éléments de génie civil, c'est-à-dire les voiles, les poutres et les planchers. Donc là, on revient sur le chantier de Menton. Si vous vous souvenez, on était en bordure de mer, donc le niveau de la mer est quasiment tout en haut. Et ce que l'on voit ici, c'est un buton provisoire métallique, et vous avez d'autres butons qui sont des poutres en béton armé. Donc ces poutres, elles vont servir de butons en phase provisoire, et en phase définitive, elles vont accueillir aussi la dalle de couverture du parking. Donc, quand on a mis notre premier niveau d'appui, eh bien, on peut continuer à terrasser, et ensuite on mettra le deuxième niveau, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du fond de fouille. Alors, au passage, vous voyez que là, on est dans des terrains très lâches, puisqu'on on est en bordure de mer, et vous voyez que l'aspect de la paroi n'est pas très beau. Il y a un tas de bosses, donc il va falloir rectifier tout ça pour avoir une paroi qui est relativement plane. Alors, pour le rectifier, on peut utiliser une raboteuse, comme ici, donc au fur et à mesure du terrassement, ou alors on peut venir repiquer la paroi. Alors là, c'est un exemple de paroi à Massy-Palaiseau. Donc vous voyez que là, elle a été rabotée, elle est toute propre. Et ce que vous constatez ici, c'est que dans les angles, le niveau d'appui est constitué par des butons. Et là, vous voyez des petites taches noires qui correspondent à des tirants. Alors les tirants, c'est intéressant de les utiliser quand on peut le faire. Alors quand on peut le faire, c'est quand les caractéristiques des terrains sont bonnes, quand il n'y a pas de problème vis-à-vis des mitoyens et quand, bien sûr, on a les autorisations. Grand intérêt des tirants, c'est qu'ils permettent de libérer la fouille. Vous voyez ici, entre cette paroi et celle qui est en vis-à-vis, il y a à peu près 50 mètres. Et donc, on peut libérer tout l'espace pour le terrassier et on peut ensuite construire très facilement les voiles de la structure. Alors que quand vous avez des butons, vous êtes un petit peu encombré pour construire les voiles de la structure. Donc là, c'est un autre exemple de fouille, toujours à Massy-Palaiseau, donc qui a été faite essentiellement en tirant, 3 lits de tirant que l'on voit ici, et ça a permis de libérer tout l'espace pour terrassement et le génie civil. Ça représentait donc 350 tirants pour 19 km de forage. Et quand le terrain ne s'y prête pas, là c'est le siège de Fayet à Bordeaux, donc on a de la vase, donc le terrain ne s'y prête pas du tout pour pouvoir mettre des tirants. On était obligé de mettre donc des butons. Donc vous voyez que là, la fouille entière butonnée, il y avait 5 niveaux de sous-sol avec un buton tous les niveaux. Accessoirement, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de buton ni de tirant parce qu'on est dans une partie donc circulaire où la paroi travaille en autostable. Et justement. Donc là, les puits, en général, les bassins sont constitués par des parois circulaires et qui vont travailler donc en compression, en anneaux. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre d'appui de type tirant ou buton. C'est-à-dire que quand on a l'anneau, on pourra terrasser sans mettre, donc, on a dit d'appui. Donc maintenant, on va vous présenter quelques petits cas particuliers d'ouvrages qui peuvent être réalisés à partir donc, des ateliers de parois moulées. Donc, c'est les parois au coulis armé. Donc, on procède au forage comme précédemment.
Et cette fois, au lieu de mettre une cage d'armature, on va mettre des poutrelles métalliques, c'est ce que l'on voit ici. Donc l'ordre de grandeur, c'est espacé de 80 cm à 1 mètre. Et donc, bien sûr, ça se calcule. Et au lieu de mettre du béton, on va mettre un coulis maintenu de ciment. Alors, ces ouvrages, ils sont utilisés comme coupure étanche à titre provisoire. Et vous voyez qu'ils ont un aspect qui n'est pas extraordinaire parce que ce coulis maintenu de ciment s'altère très vite au contact de l'air. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réaliser des barrettes pour des préfondés. Ici, vous avez un préfondé qui est en béton préfa qu'on est en train de poser, ou alors un préfondé métallique comme ici. Enfin, je dirais à titre anecdotique, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de conditions pour pouvoir le réaliser, on peut faire l'équivalent d'une berlinoise, mais avec des barrettes. Donc là, vous avez les barrettes qui sont en gris foncé, qui sont réalisées à espacement régulier. On vient terrasser ensuite pour mettre le béton projeté. Là, vous avez le treillis qui est en attente. Voilà. Donc, sur une fouille, ce que ça donne, vous avez le béton projeté qui a été réalisé ici. En gris clair, vous avez les barrettes. Et puis, tout en dessous, le terrain qui est dégagé au fur et à mesure. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut faire à partir des ateliers de paroi moulée et à partir de ces techniques d'exécution. Donc là, vous préparez vos questions et puis on va donc passer la parole à M. Justino. On ne vous entend pas. Oui, là ça devrait le faire. Alors, bonjour à tous. Je vais reprendre la main du coup pour oui, il n'y a pas de problème. La présentation. Très bien. On coupe notre son. Là. Attendez. Ouais, juste le temps de me dire si ça passe bien. Ça passe. Impeccable. On voit vos rappels par contre. Pardon? Non, c'est bon, c'est parfait. Ok, je vais faire défiler du coup la première slide. Juste Judith, tu me diras si c'est bon. Donc du coup, moi, je vais m'intéresser à vous présenter un petit peu plus en détail le rôle de la boue de forage et les traitements qu'on peut lui appliquer. Est-ce que c'est toujours bon, Judith, au niveau du... Ça va, ça marche très bien. On est au sommaire. Très bien. On est bon. Donc, le fluide de forage, fluide stabilisateur, bout de forage a un rôle essentiel dans l'exécution de la technique des parois moulées. Donc, il est important de comprendre un peu son fonctionnement. On va vous présenter quelques définitions, parler du rôle et donc les fonctions de ces fluides stabilisateurs, leurs propriétés, puisqu'elles sont importantes, puisque ces propriétés, elles sont normalisées, on va dire, pour l'exécution de la paroi moulée et elles ont la fâcheuse tendance à évoluer en cours d'exécution. On discutera des matériaux qui composent le fluide stabilisateur et on parlera des altérations possibles de ces fluides et des paramètres qui en sont responsables et les traitements qui peuvent être réalisés. C'est une présentation qui est... c'est un sujet qui est vaste et très dense, donc je vous ai mis une référence, alors c'est en anglais, mais c'est un guide qui a été édité par la Fédération européenne des entreprises de fondation profonde, en anglais, mais qui, selon moi, présente l'état de l'art actuel sur les fluides de forage. Donc, je vous invite, si vous voulez explorer plus avant le sujet, à ne pas hésiter à aller sur le site internet de l'EFFC et télécharger le guide en téléchargement gratuit. Donc, on a vu, grâce à la présentation de Karine et Judith, le principe de réalisation d'une paroi moulée. Donc, cette slide reprend un peu les grands principes suivant que l'on soit sur une technique type cutter hydrofraise à gauche ou sur une paroi preneuse. Le fluide de forage devient indispensable dès lors que l'on excave à une certaine profondeur et qu'on est susceptible de rencontrer la nappe ou d'avoir des terrains
peu compétent et peu stable, et sa principale fonction va être de maintenir les parois de l'excavation lors du creusement d'un trou. Il y a d'autres fonctions qui vont venir. On parle de transport des déblais, de maintien en suspension, mais il faut bien retenir que la raison majeure pour laquelle on utilise un fluide de forage dans la technique d'apport en mollet, c'est pour stabiliser l'excavation. Il est important également d'avoir quelques notions en tête. Alors, je ne vais pas vous lire cette slide, elle est plus pour noter, mais voilà. Moi, j'aime parler de fluide stabilisateur plutôt que bout de forage, parce que le terme bout de forage, je le trouve un peu péjoratif, mais dans le jargon, on va quand même l'utiliser souvent. Donc, les termes fluide stabilisateur, fluide de forage, bout de forage, tout ceci, c'est la même, sont utilisés pour désigner le même matériau. C'est un fluide qui va être donc pompé en tête d'excavation. Il sert à assurer la stabilisation et le transport des déblais suivant la technique que l'on utilise. Ces fluides stabilisateurs sont composés d'eau, de bentonite, parfois de polymères et d'autres additifs. La bentonite, c'est le composant essentiel des fluides stabilisateurs qui sont utilisés notamment en France. On verra un peu plus dans le détail, mais c'est une argile qui fait partie de la famille des smectites et qui a la particularité de gonfler en présence d'eau et de développer un fluide qui possède une certaine viscosité et aussi des propriétés de seuil d'écoulement. Dans certains cas, on peut être amené à remplacer tout ou partie de la bentonite par d'autres additifs qu'on appelle les polymères. Mais attention, le terme polymère, c'est un terme assez générique pour des matériaux organiques qui sont, dans notre cas, solubles dans l'eau et qui vont développer une certaine propriété de viscosité. Je vais parler à certains moments de certaines propriétés des fluides et donc qui appellent à des notions de rhéologie des fluides de forage, puisque dès lors qu'on parle de viscosité, on intervient le domaine de la rhéologie. Donc les fluides de forage, il est important de bien connaître leur comportement rhéologique, c'est-à-dire d'étudier leur propriété d'écoulement majoritairement. Donc la viscosité, vous verrez que c'est un terme qu'on utilise pour caractériser nos fluides, mais qui est un peu dévié. J'en parlerai après, puisque c'est vraiment ce qui mesure la résistance à l'écoulement d'un fluide. On l'évalue principalement comme un temps d'écoulement dans la manière dont on mesure les fluides de forage, mais on verra qu'on peut aussi la mesurer réellement grâce à d'autres outils. Enfin, un autre terme qui va revenir beaucoup dans cette présentation, c'est le thème de filtration. Puisque, comme Karim l'a expliqué, on cherche à former un cake pour limiter la pénétration du fluide dans le sol, et donc on doit étudier ses propriétés de filtration. Donc, les fluides de forage sont utilisés dès lors qu'on réalise un creusement. La manière dont le fluide de forage va se comporter dépend aussi beaucoup de la méthode de perfo, et on distingue généralement deux méthodologies. Lorsque l'on travaille avec une benne, on dit que le fluide est en comportement statique, puisqu'en fait, on n'a pas de mouvement du fluide réellement pendant la phase d'excavation. On se contente de remplir la tranchée au fur et à mesure de l'excavation pour maintenir un certain niveau de fluide, mais il n'y a pas de déplacement du fluide pendant l'excavation. À l'inverse, lorsque l'on utilise une hydrofraise ou un cutter, là on parle d'un système par circulation inverse. Donc là on a bien un déplacement du fluide pendant la phase de creusement. Alors on va essayer de le montrer à travers un petit schéma. C'est là où il faut que ça passe. Voilà. Alors, pardon, malheureusement ça va très vite. Voilà. Donc là, ce que l'on voit, c'est que pendant la phase de creusement avec notre cutter, le système est relié à une centrale de dessablage que vous voyez en arrière-plan. Les flèches bleues vont schématiser l'amener de la boue en tête de tranchée pour maintenir le niveau de boue. Et les flèches en vert simulent le pompage à travers l'outil, le cutter. On a une pompe qui est située en partie basse du bâti du cutter, qui va venir pomper le mélange de bout de forage et de déblais
et le renvoyer à la station de désablage en arrière-plan pour nettoyer la boue. Donc on a bien une circulation de la boue pendant toute la phase de creusement qui permet d'une part de transporter les déblais, d'évacuer les parties grossières. Donc on a pu le voir dans la présentation de Karim, la séparation des grosses particules et des plus fines au niveau de la station de désablage. Donc là, on a bien une mise en circulation. Ces deux méthodes d'excavation vont avoir une influence aussi sur la manière dont la boue va se charger en solide et en fine, et aussi dans la manière dans laquelle la boue va se contaminer. Voilà. Donc, le circuit est toujours le même. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la méthode de perfo qui va avoir une influence sur le comportement de la boue. Maintenant, si on revient sur vraiment la fonction et les fonctions essentielles de notre boue, donc je vous ai dit qu'on utilise ce fluide pour la stabilisation et le maintien de l'excavation. Karim en a parlé, on maintient l'excavation d'une part en contrebalançant la pression hydrostatique de la nappe. Donc ça nécessite d'avoir une colonne de fluide qui soit à un niveau hydrostatique supérieur au niveau de la nappe, et généralement on cède aussi d'une densité du fluide de forage qui est supérieure à la densité de l'eau de la nappe. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est qu'il faut qu'on s'assure que le fluide stabilisateur ne vienne pas envahir la formation géologique, ne vienne pas pénétrer de manière trop conséquente. Donc, on veut, d'une part, pour limiter la perte de ce fluide dans le terrain, ce qui rendrait plus complexe le maintien d'un certain niveau de fluide dans la tranchée, mais aussi pour pouvoir réellement bénéficier de cette contre-pression de la nappe. Or là, donc, ce qu'on voit dans cette image, c'est on a essayé de montrer un petit peu la différence entre l'eau, une boue de polymère et une boue de bentonite. Donc on a pris un sable assez grossier et peu compacté, donc assez lâche et assez perméable. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque l'on essaie de remplir au travers d'un cylindre une sorte de trou qu'on aurait formé, on aurait simulé, avec l'eau, on vient totalement remplir les pores du terrain. Donc on voit que dans ce cas-là, l'eau ne serait pas un bon fluide stabilisateur dans ce type de terrain. Le polymère, lui, on voit qu'il a pénétré un petit peu dans le terrain, mais que ça a été assez limité. Et enfin, la boue de bentonite, là, pour le coup, on va avoir une pénétration très 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 limitée, alors, très peu visible, mais à l'interface, là, il y a une toute petite pénétration dans le terrain, et après on a eu la formation d'un quai. Donc on a bien eu ce maintien de l'excavation, que ce soit avec une boue de polymère ou une boue de bentonite, en limitant la pénétration du fluide dans le sol, qui était ici un sable plus grossier. Les fonctions secondaires, on a dit transport des déblais et lubrification de l'outil. Ça peut se schématiser d'une autre manière sur un autre exemple où on prendrait plus une perfo en fonction de la profondeur. Alors, ce qu'on va voir à gauche, c'est ce qui se passe avec la bentonite, c'est-à-dire qu'en fonction de la profondeur, la pression qui s'applique est différente. Donc forcément, il y a un petit peu plus de pénétration du fluide. Et en rouge est schématisé la formation du cake. Alors Olivier Madec, dans la présentation qu'il vous fera, rentrera un petit peu plus dans le détail sur le mécanisme de formation du cake. Donc, il n'y a pas plus loin, mais on voit qu'on arrive à avoir la stabilisation par la limitation de la pénétration du fluide dans la formation et la formation d'un cake dans le cas de la bentonite. Le schéma au milieu, lui, simulerait ce qui se passerait avec une boue de polymère. Dans le cas d'une boue de polymère, on n'a pas forcément de particules de sol, du moment quand la boue n'a pas vraiment encore travaillé. Et on va compter uniquement sur la viscosité du fluide et sur sa capacité à venir un peu créer une sorte de gel au contact du terrain pour limiter la pénétration dans la formation. Le cas à droite, ça serait serait le cas avec une perfo à l'eau, par exemple dans un terrain très perméable, ou le cas d'une boue de polymère qui aurait une viscosité insuffisante pour limiter la pénétration dans le terrain.
Donc, il est clair aussi que la viscosité qui va être nécessaire ou les caractéristiques d'un fluide bâtonnitique qui sont nécessaires à limiter la pénétration dans le sol dépendent également très fortement de la perméabilité de ce sol. Typiquement, dans un sol très argileux, on peut travailler avec un fluide polymère avec une faible viscosité, puisque la probabilité que le fluide vienne pénétrer dans un sol argileux très peu perméable sera négligeable. Par contre, dans un sol sableux, au polymère, il faudra monter en viscosité, et avec une bentonite dans un sol très grossier, on sera obligé aussi d'aller monter la viscosité de la bentonite pour limiter la pénétration et favoriser la formation liquide. Alors voilà ce qui se passe avec une bentonite dans notre schéma. Quand on enlève le cylindre à l'intérieur, on voit bien qu'on a maintenu la formation et on a ce dépôt qui se forme au-dessus et à l'intérieur des parois qui donne un peu cet effet cake. Donc ça, c'est pour la partie stabilisation. Il ne faut pas négliger le fait aussi que cette boue, elle aura pour objectif d'être déplacée par elle doit être déplacée par le béton en fin de bétonnage. Donc il faut aussi, excusez-moi, il est important, donc je rappelle un peu juste pour le principe de ce qui se passe lorsqu'on bétonne. On vient bétonner notre panneau sous fluide de forage, et donc on voit bien là, ce qu'on cherche, c'est que le béton vienne déplacer la boue. Donc il est aussi important que les propriétés de la boue restent suffisamment correctes lors de la phase de bétonnage. Donc c'est une des particularités que l'on a en parois moulées, c'est que le fluide stabilisateur doit être efficace pour stabiliser et maintenir les parois, mais il doit être aussi avoir des propriétés satisfaisantes pour que le béton puisse le déplacer correctement et éviter d'avoir des poches de bentonite qui restent accrochées ou qui viennent se mélanger avec le béton. Au niveau des propriétés que l'on va mesurer, on mesure la viscosité, la densité, le filtrat et le cake, le pH et la teneur en sable. Viscosité et filtrat cake ont un rôle essentiel dans la caractérisation de la capacité d'un fluide de forage à maintenir l'excavation et à aussi bien se comporter dans la phase de transport des déblais. La densité, elle, c'est une caractéristique qui est très dépendante de la méthodologie de perfo, mais qui nous donne une idée aussi sur l'état de chargement physique de la boue en termes de contamination par le sol. Le pH est une mesure qui est très importante. Elle dépend beaucoup de la nature des sols et de la chimie des sols traversés. Et elle a une importance majeure parce qu'elle nous renseigne sur la variation des autres caractéristiques. C'est-à-dire qu'en cours d'excavation, si la viscosité ou le filtrat ont tendance à dériver vers des valeurs qui ne sont plus acceptables, la mesure du pH va nous donner une indication sur la pollution potentielle qui est rencontrée et une indication sur le mode de traitement à appliquer. Enfin, la teneur en sable, elle est mesurée particulièrement sur le fluide avant bétonnage parce qu'on cherche à éliminer le plus possible le sable de notre fluide pour limiter les risques de contamination lors de la phase de bétonnage. Les outils qui sont utilisés pour mesurer ces caractéristiques sont présentés schématiquement. Il n'y a pas le temps sur cette présentation d'aller dans le détail de chacun des essais, mais chaque chantier possède ce kit d'essais qui lui permet de faire les différentes mesures. Je m'attarde juste, mais très brièvement, sur la viscosité. Elle doit être mesurée sur chantier avec l'outil qui s'appelle le cône de marche, que vous voyez à gauche. On mesure un temps d'écoulement, donc ce n'est pas une mesure de la viscosité vraie. Cette viscosité peut être mesurée avec un mini-réomètre de chantier qui s'appelle le mètre FAN, et d'aller chercher des caractéristiques sur la boue qu'on appelle la viscosité apparente et le seuil d'écoulement. Les boues de forage à base de bentonite sont généralement des boues qui ne sont pas sont des fluides de type Bingham, de comportement, donc ils possèdent un seuil, c'est-à-dire que la bentonite, lorsqu'elle est maintenue au repos, elle prend une certaine effet de gel, et donc il est nécessaire de lui appliquer une certaine énergie pour la remettre en écoulement. Ces deux notions, elles ont une importance parce qu'elles ont une grande influence. Le seuil et la viscosité apparente vont avoir une influence sur la viscosité au cône de marche.
Donc, les matériaux, comme je vous ai dit, qu'on va utiliser pour formuler ces fluides de forage, on a d'un côté la bentonite, qui est une argile donc, de la famille des smectites, et c'est une bentonite dite sodique que l'on utilise. Hein. Donc, c'est-à-dire que le contre-ion, le cation qui est entre les feuilles, c'est l'ion sodium. Les polymères, eux, sont des matériaux organiques. Ils forment des solutions. Hein, donc, c'est la solubilisation dans l'eau qui provoque le développement de viscosité. Et dans la famille des polymères, il y a deux grands types de polymères. Les polymères dits à longue chaîne type PHPA, qui sont utilisés plutôt sur des process avec benne et qui ont un intérêt parce qu'ils permettent de réduire un peu l'installation. Mais ils nécessitent une étude préalable parce qu'ils ne sont pas compatibles avec tous les profils de terrain. Et on a les polymères dits cellulosiques qui peuvent être intéressants lorsqu'il y a des fortes pollutions chimiques qui sont rencontrées. La différence majeure entre les deux matériaux, les bentonites étant une poudre, on va créer une suspension minérale et nécessaire d'avoir un matériel pour le malaxage à fort taux de cisaillement, alors que dans le cas du polymère, on est sur des matériaux où on vient solubiliser et on est sur des chaînes de polymères qui développent de la viscosité. Il faut limiter le cisaillement, sinon on dégrade le développement de viscosité de ces produits. Je vais vite un peu passer parce que le temps passe vite et arriver sur les principaux contaminants. Donc, les principaux contaminants, ils sont schématisés à travers ces images. Donc, on va retrouver le ciment, le gypse, l'eau de mer, toutes sources d'ion calcium en général, l'argile et les matières organiques qui sont schématisées par une tourbière. Alors, qu'est-ce qui va se passer principalement? Tous ces contaminants, ils vont avoir un effet sur la boue, soit par une pollution physique. Donc ça va être le cas des argiles et des matériaux fins qui vont physiquement charger la boue et donc augmenter potentiellement la viscosité ou le seuil du fluide de forage. Ou ils vont procéder par pollution chimique, comme dans le cas des ions calcium. Donc, que ce soit dans le cas du ciment, dans le cas du gypse ou dans l'eau de mer, bien souvent, ce sont les ions calcium qui vont être l'ion perturbateur. Et ce qui va se passer, c'est que les ions calcium vont avoir tendance à avoir un effet sur les particules de bentonite, ils vont les faire floculer. Et donc, si on passe d'un état A, qui est l'état que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire des particules de bentonite qui sont bien dispersées dans notre boue, par floculation, on va avoir un premier stade de floculation qui va générer une augmentation du seuil d'écoulement de notre boue de bentonite. Et cette augmentation du seuil se traduit au niveau de l'essai au cône de marche par une augmentation de la viscosité marche. Donc on voit tendance à un effet flanc. Et comme on a aussi commence à floculer les particules de bentonite, le cake qui se forme lors de la filtration est moins étanche, et donc on a une augmentation du filtrat. Lorsque la pollution devient très sévère aux ions calcium, on va passer de l'étape A à C, et là on peut avoir carrément une agrégation des particules de bentonite, et là on libère une partie de l'eau qui était prise dans les feuillets d'argile, et généralement ça va se traduire par une chute de la viscosité et par contre une augmentation très forte du filtrat. On peut même avoir des comportements lorsque la boue reste en statique avec une quantité d'eau libre très importante en tête. Donc ça, c'est les cas les plus importants. On peut avoir un cas où vraiment on va avoir lors d'une pollution physique, on va avoir une augmentation de la viscosité parce qu'on va avoir une densité de particules très importante, et là on peut réussir à baisser le seuil par l'ajout de fluidifiants. Alors pourquoi c'est important? Parce que les risques associés à ces pollutions, ils sont présentés, certains sont présentés ici. Hein. On peut avoir les effets d'une charge argileuse très importante. Vous voyez que ça peut faire une bentonite qui prend un effet très très visqueux, et donc on forme même un tas, hein, ça fait un effet flanc. On va avoir le cas d'une pollution au ciment très sévère, où vous pouvez voir qu'on a réussi même à maintenir en suspension. On a fait un flanc tel qu'on n'arrivait même plus à avoir de découlement et de déplacement du fluide. On arrivait à avoir un fluide qui supportait un casque ou une botte.
des problèmes en cas de perte de fluide, d'instabilité de panneau, et en cas de cake trop important, ben, on voit qu'on a un cake important et là, on a un risque d'impacter l'enrobage de notre béton. Alors, pour contrevenir à ces effets, on va pouvoir utiliser différents adjuvants. Si on a une pollution qui est une pollution chimique, donc ça sera le cas du gypse, des matières organiques, du ciment, de l'eau de mer, dans ce cas-là, on aura des adjuvants qui permettront de traiter les pollutions en venant principalement neutraliser les sels, et la plupart du temps ce sera des sels de calcium, donc on aura soit le carbonate de sodium ou le bicarbonate de sodium en fonction de l'effet sur le pH. Si le pH est supérieur à 9, on traitera au bicarbonate de sodium, et si le pH est inférieur à 9, on traitera au carbonate de sodium. On peut compléter un traitement de pollution chimique par un dispersant. C'est un produit, un polymère fluidifiant qui permet de réduire la viscosité. Et si on a une chute par contre de viscosité du fluide lié à une pollution, ce sera le cas par exemple avec les matières organiques et l'eau de mer, on peut être amené à utiliser des polymères viscosifiants pour venir un peu traiter la boue. Tout ce qui sera de l'ordre des pollutions liées au chargement physique de la boue ne peut être que traité par des moyens mécaniques, et auquel cas il faudra regarder l'installation qui est à disposition. Donc une installation classique pour traiter mécaniquement les particules physiquement qui viennent charger la boue, utilise ce qu'on appelle des dessableurs. Les dessableurs sont composés d'hydrocyclone et de tamis vibrants avec des différentes mailles de tamis. Il faut savoir qu'un dessableur classique va venir éliminer jusqu'à 80 microns, et si on souhaite aller plus loin, il va falloir mettre des équipements complémentaires en fonction de la taille de particules des fines, jusqu'à peut-être qu'envisager l'utilisation d'une centrifuge. Voilà, donc j'ai un peu dépassé mon temps, j'en suis désolé pour les autres intervenants, mais c'était un peu un bref descriptif des différents comportements de boue et des pollutions rencontrées. Merci à tous. Et Olivier, je te laisse la parole. Donc, Olivier, effectivement, les pollutions, c'est bien intéressant. On n'avait pas beaucoup de temps. À vous. T'as rendu la main, Christophe? Oui, tu peux reprendre la main, là, sans problème. Donc là, la présentation, vous la voyez? Oui. Oui, on la voit. Donc, je vais maintenant vous parler des interactions entre la nappe et la boue lors de la réalisation d'une port moulée. Et donc, pour ce faire, je vais vous décrire tout d'abord le contexte général. Puis, ce contexte étant posé, je vais vous détailler un certain nombre de cas particuliers que sont les nappes en charge, les poches de galets crus, les bancs de galets crus, les cas de surhauteur localisée de la nappe, et enfin, je ferai un focus sur le cas des panneaux de fermeture. Donc, le contexte général. Comme ça a été présenté dans les exposés précédents, la réalisation d'un panneau de port moulé consiste à excaver une tranchée dans le sol et à remplacer le sol excavé par un fluide de forage. Donc, le cas le plus courant, c'est la boue bentonitique. L'excavation, comme présenté à droite, est en général faite avec un outil, la benne, dans le cas le plus courant, où on excave une première passe, une deuxième passe et le merlon, comme cela a été expliqué. Et donc, on a en tête un double muriguide visible sur la coupe à gauche. Le muriguide protégeant le terrain en tête des coups de benne de l'érosion due aux fluctuations du niveau de la boue, et qui implante la paroi, bien sûr.
Donc là, au fur et à mesure qu'on excave, on remplace par de la boue, et la boue exerce une poussée hydrostatique sur les parois de l'excavation et s'oppose à la poussée des terres et surtout à la poussée de la nappe. Mais on a deux fluides, donc de la boue qui est formée de bentonite et d'eau, et on a la nappe qui est à l'extérieur qui est de l'eau aussi. Donc comment ces deux fluides ne se mélangent pas? Donc pour ça, pour regarder de plus près, donc je vous ai fait un petit zoom sur une coupe au niveau de la paroi d'excavation, avec d'un côté à droite l'excavation remplie de boue et le sol qui est à gauche, les grains de sol schématisés là par ces petites masses orangées. La boue donc est constituée, comme a été expliqué, d'un mélange d'eau et d'argile, donc la bentonite, à raison de 30 ou 35 kg de bentonite par mètre cube. Ces particules de bentonite sont microscopiques, c'est des feuillets de réseaux d'atomes qui ont la propriété d'absorber l'eau en grosse quantité, ce qui les fait grossir fortement, jusqu'à 17 fois leur volume initial sec. Et elle absorbe aussi des cations. Enfin bon, voilà, Christophe vous a présenté un petit peu le schéma, il est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais bref, ces grosses particules, après, s'attirent, se repoussent, occupent tout le volume de ce fait, tout le volume de mètres cubes d'eau de départ. Il y a de l'eau libre entre ces particules, mais donc ces particules restent en suspension. Elles peuvent s'agglomérer sur des particules de sol, laisser ces particules de sol en suspension. Donc c'est tout ça qui forme la boue. Cette boue, au contact, puisqu'il y a une surpression, un niveau de boue supérieur par rapport au niveau de la nappe, ça exerce une pression sur le sol et ça va venir pénétrer dans les grains, enfin les espaces entre les grains de sol. Et donc là, les particules vont être, à condition que les espaces entre les grains ne soient pas trop importants, elles vont se retrouver bloquées, il va y avoir une filtration de la boue. Donc l'eau libre va continuer à s'échapper, les particules de bentonite vont rester coincées entre les grains de sol, et donc petit à petit, ça va former un colmatage sur les parois de l'excavation. Ce colmatage allant donc jusqu'en surface de l'excavation, donc là une zone de particules de bentonite qui se dépose, qui s'appelle le cake, et c'est l'ensemble de cette zone de colmatage et du cake qui va former une sorte de couche étanche qui va séparer la boue d'un côté de l'eau de la nappe de l'autre. Et donc la pression de la boue dont le niveau est supérieur à celui de la nappe va permettre de continuer à plaquer cette couche étanche sur le terrain et va assurer à la fois la tenue de la nappe et la tenue des particules de sol. Un autre élément qu'il faut comprendre, c'est que quand on excave un panneau, donc on a de la boue et on utilise un outil. Bon, là, l'outil classique, c'est la benne lourde, là, comme on l'a précisé en premier exposé. Donc cette benne lourde, elle a un point important de métal. Là, pour celle présentée, donc, dans cet exemple, j'ai pris un exemple d'une paroi d'1 mètre d'épaisseur pour réaliser un panneau de 6,50 m de longueur. Cette benne, elle fait 21 tonnes 3, donc au poids de l'acier, ça fait 2,7 mètres cubes de métal que l'on va insérer dans la boue. Donc de ce fait, le niveau de la boue va monter. Voilà, donc le petit calcul est 2,7 mètres cubes sur 6,50 m et 1 mètre d'épaisseur. 1,05 m entre les murs rigides, va faire monter le niveau de la boue de 40 cm.
Et inversement, donc une fois qu'on a récupéré des déblais en fond de panneau et qu'on ressort la benne, on va ressortir un peu plus d'un mètre cube de matériaux, de déblais. Donc globalement, on va faire remonter le niveau de la boue de 60 cm. Donc le niveau de la boue fluctue continuellement, hein, au fur et à mesure des travaux. Donc compte tenu des imprécisions au niveau des travaux et du fait qu'il y a de la boue qui va rester accrochée à la benne, qui va rester dans les déblais, il y a la boue que l'on va perdre aussi par filtration dans le sol. Donc, on voit que le niveau de la boue va fluctuer de l'ordre de 80 cm, hein, au fur et à mesure des travaux de l'excavation. Donc, des murets de guide de 80 cm, c'est le minimum. Voilà, on vous a parlé dans le premier exposé de murets guide d'1 mètre à 0,80 m. Et ça permet donc de gérer le battement de la boue au fur et à mesure des travaux. Pour limiter ce battement, bien souvent, on adapte, on utilise l'espace entre les murets guides en tête, en mettant sur la vue en élévation, là au centre de la slide, on va mettre des déblais de part et d'autre de la future excavation, de manière à avoir une réserve de boue entre les murets guides un petit peu plus importante que la largeur du panneau, donc de manière à avoir une réserve de boue et permettre des fluctuations de boue plus faibles. Mais bien sûr, vous noterez que dans le cas du dernier panneau, le panneau de fermeture, dont je reparlerai un peu plus tard, on n'a pas cette réserve de boue supplémentaire, et donc c'est les panneaux qui sont les plus difficiles à gérer, ainsi que les panneaux courts d'ailleurs. Donc tout ça nous amène à conclure donc, de ce contexte général que compte tenu de cette fluctuation de la boue de 80 cm et plus la nécessité d'avoir une surhauteur par rapport au niveau de la nappe, et on a aussi un peu de poussée des terres à maintenir, voilà, il y a nécessité d'avoir 1,50 m de garde entre le niveau supérieur des murets guides et le niveau de la nappe. Donc maintenant, ce contexte étant posé, je vais examiner quelques cas particuliers. Alors, on travaille sous la surface du sol, donc je n'ai pas énormément de photos à vous montrer, mais j'en ai quand même une ou deux, un petit peu plus loin. Donc, je vais examiner ces différents cas particuliers à partir donc d'une coupe type, hein, schématisée avec cette tranchée en coupe, cette tranchée de parois et ces deux murets guides en tête. Le premier cas que je vais évoquer, c'est le cas de la nappe en charge. Donc sur ce schéma, donc j'ai indiqué donc là la coupe de la paroi moulée sous boue avec ces deux murets guides en tête, qui traverse une couche d'argile donc relativement étanche, et donc on va avoir des terrains perméables au-dessus et des terrains perméables en dessous. On a donc deux nappes différentes, une nappe portée par l'argile et une nappe donc, qui est sous l'argile et dont le niveau piézométrique ici est dessiné en charge. Donc j'ai mis une nappe en bleu foncé au-dessus de l'argile et en bleu plus clair sous l'argile. Si pour ces deux nappes, le niveau piézo est au-delà des 1,50 m de profondeur sous le niveau des murets guides, ça ne pose strictement aucun problème à l'exécution de la paroi moulée. Le foreur ne s'en rend pas du tout compte. Il excave, la pression de la boue est toujours supérieure à la poussée de l'eau et il n'y a aucun problème du moment qu'on respecte ces 1,50 m pour toutes les différentes nappes. Par contre, c'est le petit schéma que j'ai mis à droite. Donc, dans le cas où le niveau piézo de la nappe inférieure est supérieur
Voilà, sur le schéma, je l'ai même mis supérieur au niveau de la plateforme de travail. La réalisation donc, de la nappe, enfin de la paroi moulée sous boue est absolument impossible. Hein. L'eau vient en partie là inférieure. Je vous ai dessiné des petites flèches bleues qui viennent. L'eau vient pousser la zone de colmatage et le cake, vient pénétrer la boue, vient faire s'ébouler le panneau et fait déborde même donc sur la plateforme si la densité de la boue n'est pas suffisamment importante. On peut éventuellement envisager d'excaver avec une boue alourdie de manière à compenser cette pression de nappe, mais comme vous l'a expliqué Christophe dans l'exposé précédent, à ce moment-là, on ne pourra pas bétonner puisqu'il faut avoir une boue vraiment très fluide et très peu chargée pour pouvoir bétonner correctement et ne pas mélanger la boue au béton. Toutes ces prescriptions sur les caractéristiques de la boue au moment du bétonnage sont données dans la norme européenne d'exécution des parents moulés, l'EN 1538, donc qui explique voilà, toutes ces caractéristiques de boue de bétonnage. Et donc, c'est impossible de bétonner avec une boue alourdie. Donc, ce cas ne peut pas être réalisé. Il faut surélever le niveau de la plateforme de manière à respecter les 1,50 m. Le deuxième cas que je voulais évoquer, c'est le cas d'une poche de galets crus. Alors, on a ça régulièrement dans les alluvions du Rhin ou du Rhône, ou dans les alluvions sablo-graveleuses, on peut avoir des poches comme ça de galets sans sable ni fine. Donc quand on réalise l'excavation, quand l'excavation tombe donc, sur cette poche, en fait la boue, les interstices entre les galets sont trop importants et la boue ne peut pas venir colmater les espaces entre les galets, donc elle vient envahir la poche de galets et elle va venir se bloquer en périmétrie de cette poche quand elle retrouve du sable, si bien que le cake va se produire sur la périmétrie de la poche de galets. Bien sûr, les galets qui sont recoupés au niveau de la surface de l'excavation, eux, ne vont pas être bien tenus puisque la pression de bentonite est la même d'un côté à l'autre du galet. Donc, il va forcément y avoir des galets qui vont tomber et on va avoir donc des hors-profils plus ou moins importants et donc des hors-profils béton après, au moment du bétonnage. Au niveau de l'exécution de la paroi, on ne va pas, sauf si vraiment la poche de galet est très importante, mais on va à peine sentir, pardon, je suis allé un peu trop vite, on ne va pas sentir les pertes de boue au moment de l'excavation. On n'a pas une gestion assez fine des quantités de boue. On va donc avoir un petit peu de perte de boue et un peu de perte de béton, mais ce n'est pas un problème pour la paroi moulée. Par contre, les travaux ultérieurs, là, dans le cas de Lyon, on a fait, j'ai quand même là une photo, puisque donc cette poche de galets crus envahie par la boue donc, nous a empêché de réaliser un bouchon injecté pour l'entrée du tunnelier ensuite, qui devait être donc réalisé à l'extérieur de la paroi moulée, où il y avait cette poche de galets crus remplie de bentonite, et donc la boue bentonitique coincée entre les galets a été absolument impossible à injecter. Il a fallu changer son fusil d'épaule et faire du jet grouting pour réaliser ce bouchon d'entrée du tunnelier. Par contre, comme la poche, elle était aussi côté terrassement, voilà, j'ai là par contre une photo. Voilà cette poche de galets crus remplie de boue bentonitique que l'on a découverte au terrassement et qui nous a permis de justifier une clème auprès du client pour se faire payer le passage des injections au jet grouting. Par contre, quand
la poche de galets cru n'est plus une poche, mais très étendue et devient un véritable banc de galets crus, là, on a un gros problème, puisque la boue ne rencontre pas de zone où elle peut former son cake et être maintenue, et être contenue. Donc la boue s'échappe fortement, comme ce qui est représenté sur le schéma à l'écran. Et dans ce cas, là, quand ça arrive sur le chantier et qu'on n'a pas pu faire des injections au préalable parce que ça n'a pas été détecté au préalable, les injections, on en parlera dans l'exposé qui suit, donc on est obligé de gérer en rajoutant à la boue du sable, du ciment, enfin un certain nombre de produits qui vont épaissir la boue et de manière à ce que cette boue puisse venir colmater les espaces entre les galets. Ce cas, on l'a rencontré plusieurs fois, mais dont celui présenté donc, sur cette slide, une photo où, à Dreux, pour le parking Mézirard, donc on avait la rivière qui avait la Blaise qui traverse la ville et qui avait érodé la couche de craie dans des temps géologiques anciens, lorsque la Blaise avait un fort débit. Donc elle avait entraîné, érodé toute la craie, mais avait été incapable de transporter les plus gros silex qui étaient restés au fond du lit de la rivière. Ensuite, la rivière s'était assagie et avait déposé des alluvions sablo-graveleuses plus fines par-dessus. Mais donc, entre 11 et 12 mètres de profondeur, il y avait un banc de gros silex crus, sans fine entre les silex. Et le premier panneau de Parent-Moulay qui a été excavé et qui a touché ce banc de silex cru, on a perdu 350 mètres cubes à peu près de boue avant de réussir à colmater les interstices. Bon, et on a fait tout le chantier. Alors après, on n'a pas perdu 350 mètres cubes à chaque panneau, mais en trouvant la bonne technique, quand on arrivait à la profondeur, on rajoutait du sable dans la boue et de manière à colmater les interstices entre les silex et pouvoir réaliser correctement son panneau. Autre cas de figure, celui d'une surhauteur localisée de la nappe. Là, c'est un cas qui s'est produit au Havre, pour l'hôtel de police et l'annexe du palais de justice, un chantier là, au centre-ville du Havre, pas très loin du port, le long du boulevard de Strasbourg. Donc les alluvions de la Seine en surface sont assez fines et argileuses en partie inférieure, avant de retrouver des alluvions sableuses en dessous. Et donc il y a une nappe de surface qui est qui s'infiltre dans les remblais et qui vient alimenter la nappe au-dessus des parties plus argileuses. Et cette nappe, elle était vraiment à 1,50 m de la plateforme au point bas, puisque le TN était légèrement en pente vers le boulevard de Strasbourg. Donc on avait bien détecté avec les DICT qu'il y avait des réseaux, et en particulier un égout sous le boulevard de Strasbourg, mais on nous avait caché que l'égout était vieux et malade, et que depuis des années, il alimentait la nappe de ses fuites, et qu'il avait créé un dôme piézométrique au niveau de l'angle du chantier. Donc le panneau d'angle que l'on a réalisé juste à côté de cet égout fuyard, eh ben, donc la règle des 1,50 m n'a pas été respectée, et le panneau d'angle s'est éboulé, et il a fallu mettre tout un réseau de pointes filtrantes dans toute cette partie basse du chantier pour rabaisser le niveau de la nappe et pour pouvoir faire les travaux. Un autre cas de figure que je vais développer avec deux exemples, c'est le panneau de fermeture.
dans le panneau de fermeture, c'est le dernier, hein, comme je l'ai dit, c'est celui qui est le plus court, qui ne peut pas avoir une grosse réserve de boue en tête, puisque les panneaux adjacents sont coulés. Et donc, quand on ferme le chantier, on a forcément la partie qui est coincée à l'intérieur de la fouille, enfin de la future fouille, qui est fermée et qui n'est plus en contact avec l'extérieur. Donc là, dans ce chantier, l'exemple le plus criant qui nous soit arrivé, c'est à Saint-Jean-de-Luz, où on est au bord de la mer. L'eau de la nappe est à 1,50 m de profondeur, enfin un peu au-delà d'1,50 m, mais pas très loin. Bon, on a exécuté les travaux en hiver, printemps, début du printemps, il pleut régulièrement. Et en fait, bon, on ne s'est pas méfié suffisamment. Et le niveau de la nappe à l'intérieur de l'enceinte de la fouille est monté petit à petit, et le panneau de fermeture a coupé l'évacuation de l'eau qui était emprisonnée à l'intérieur, si bien qu'il y a eu des éboulements et qu'il a fallu faire un puits de pompage pour rabattre le niveau emprisonné, de la nappe emprisonnée à l'intérieur de la fouille. Dernier exemple, là on est aussi dans le cas d'une fermeture que j'ai qualifiée de douloureuse parce que le chantier a été assez compliqué, mais un cas assez particulier. Donc on est dans une paroi moulée d'1 mètre d'épaisseur à 47 mètres de profondeur pour réaliser un puits de 8 mètres de diamètre. La géologie est classique pour le bassin parisien, des sables de Fontainebleau, les marnes à huîtres, le brie, les argiles vertes, les marnes de Pantin, d'Argenteuil et les massées marnes de gypse au fond. Et donc, comme on a une succession de couches plus perméables et de couches étanches, il y a quatre nappes différentes. Une portée par les marnes à huîtres, donc, qui est dans les sables de Fontainebleau, enfin, une nappe dans les sables de Fontainebleau portée par les marnes à huîtres. Une dans le brie portée par les argiles vertes. Une dans le Pantin portée par les marnes d'Argenteuil. Et puis, au fond, une dans les masses et marges de gypse. Bon, toutes ce sont des nappes qui ne sont pas, enfin, qui sont libres, à niveau libre, sauf bon, celle du Pantin, elle emplit à peu près tout l'espace, elle touche presque les argiles vertes, et ça a son importance, on va le voir ensuite. Bon. Ce puits, il y avait 5 panneaux à faire, une emprise toute petite. Chaque panneau était réalisé en une semaine, 4 jours de forage, 1 jour de bétonnage. Les 4 premiers panneaux sont réalisés sans grosse difficulté, bon, mis à part les difficultés classiques d'une emprise réduite. Le 5e panneau de fermeture donc, a été fini de réaliser un vendredi. Donc on a procédé, bon là, pas de problème particulier non plus, on a procédé au changement de la boue en vue de pouvoir bétonner le lundi. Et donc on est parti en week-end en laissant un robinet à flotteur de manière à compléter le niveau de boue si jamais le niveau de boue baissait. Pendant le week-end, on a perdu 40 mètres cubes de bentonite, enfin il a fallu remettre 40 mètres cubes de bentonite. Bon, ça s'est fait tout au long du week-end. Bon, il y a eu des alertes, mais voilà, le niveau était maintenu. Ça n'a pas ému plus que ça les gens de chantier qui, en arrivant le lundi, ont quand même vu que la boue était très, très dénaturée. Sa viscosité avait baissé, le filtrat avait augmenté. Donc le filtrat, c'est la capacité de la boue à avoir sous la pression, à ne perdre qu'une partie limitée d'eau. Là, le filtrat avait beaucoup augmenté. Et donc on s'est rendu compte que
les 40 mètres cubes de boue qu'on avait rajoutés, c'était 40 mètres cubes d'eau qui était de filtrat qui était parti dans le terrain. Une attaque chimique assez violente de la boue de ce dernier panneau. Bon, je vous ai mis donc cette eau qui part dans le terrain, bien sûr, elle alimente les 4 nappes. Bon, du côté extérieur au chantier, bon, ça part dans la nappe et qui est libre et ça n'a pas beaucoup d'influence. Par contre, comme on est dans un panneau de fermeture, côté intérieur, les conséquences sont un petit peu différentes, voire très différentes. Pour les 2 nappes supérieures, bon, ça a augmenté le niveau, mais il y avait un peu de marge, donc ça a augmenté le niveau de la nappe du Brie ou du Fontainebleau. Dans la partie inférieure, il n'y a pas d'incidence. Par contre, au niveau des marnes de Pantin, qui étaient déjà complètement saturées, l'alimentation, enfin, le fait que le cake et la zone de colmatage sont devenus perméables a fait que la pression, enfin, de l'eau a pu partir dans le Pantin, a mis en pression la nappe du Pantin, qui était coincée dans le puits qui était maintenant fermé, et le niveau a augmenté très fortement. Et donc tout ceci a conduit à un éboulement très important qui a pu être caractérisé, qui n'a lieu qu'à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a pas eu d'éboulement. Et donc, il a fallu pomper à l'intérieur du Pantin pour rabaisser le niveau de la nappe et poursuivre les travaux. Donc, une petite synthèse en guise de conclusion. Donc, pas de plateforme de travail à moins d'1,50 m au-dessus du niveau de la creux chantier. Il est très important d'identifier en G1, G2 les différentes nappes et leur niveau piézométrique. Identifier également les risques de perte de boue importants, les galets crus, les vides de dissolution, les fissurations. Identifier les risques d'agression chimique afin de pouvoir choisir le type de boue adapté. Voilà, j'en ai fini, merci. Je suis un petit peu en retard. Veuillez m'en excuser. Merci beaucoup, Olivier. On va procéder à quelques réponses à certaines questions, mais on ne va pas toutes les faire parce qu'on a un peu dévié, dérapé pour le temps. On va commencer. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Christophe, pour cette question? Oui, pas de souci. Je vais prendre celle que j'ai notée. Du coup, il y avait une question. Je vais essayer de retrouver simplement le fil des questions. Alors, il y avait une question sur la problématique de ségrégation des bétons lors du bétonnage. Le recours à l'escargot est-il un moyen de limiter ces problématiques? Alors, c'est un petit peu, peut-être pas forcément le thème d'aujourd'hui, mais on peut y répondre simplement. Le recours à l'escargot, je parle sous le contrôle après d'Olivier et Karim, mais n'est pas forcément une solution. Selon moi, n'est pas une solution qui va limiter plus la problématique du risque de ségrégation. Cette problématique, elle existe, mais il y a des moyens qui sont mis en œuvre dans la méthodologie d'exécution pour faire en sorte qu'on limite le plus possible lorsqu'on amorce le bétonnage. Le mélange du béton avec le fluide de forage. Et si on s'intéresse que à la partie, à l'impact du béton et du fluide de forage dans cette problématique de ségrégation, il y a des recommandations qui sont faites sur les caractéristiques que doit avoir le béton, des recommandations qui sont faites sur les caractéristiques que doit avoir le fluide de forage avant bétonnage pour limiter l'impact de ces deux matériaux-là. Après, les autres impacts qui peuvent provoquer des phénomènes de ségrégation ou de mélange sont liés à la méthodologie de mise en œuvre du béton. Donc, le fait de recourir à l'escargot, pour moi, ne va pas être un moyen plus sûr de limiter le risque de ségrégation par rapport aux autres moyens classiques lorsqu'on a un tube plongeur classique.
Je ne sais pas si vous voulez compléter ou pas, Olivier ou Karine. Mais... Pour moi, non. Sinon, je vais passer à la question suivante. Il y avait une question sur, donc en cas de foration d'un terrain drainant, par exemple de la pouzzolane, existe-t-il un autre type de bentonite adapté à conseiller? Alors, ouais, c'est une question qui, je pourrais la reformuler différemment. On parle de bentonite dans la présentation que j'ai faite. J'expliquais que la bentonite était un matériau qui était utilisé pour formuler les fluides de forage. Il faut savoir que le terme bentonite, c'est un terme aussi générique, c'est-à-dire que parmi tous les fournisseurs potentiels de bentonite et toutes les bentonites que l'on va rencontrer sur le marché, toutes ne sont déjà pas adaptées forcément pour obtenir les critères qui sont donnés dans la norme d'exécution. Donc déjà, il va falloir sélectionner les bentonites qui permettent d'atteindre les propriétés du fluide de forage, ce qu'on appelle la boue fraîche ou la boue neuve. Et ensuite, en fonction du type de terrain que l'on va rencontrer, il y aura certains types de bentonites qui seront plus à privilégier. Mais la première chose déjà, c'est de s'assurer d'avoir une bentonite qui, au dosage auquel on l'utilise, permet déjà de rentrer dans les critères de la norme d'exécution pour la partie boue neuve. Voilà. Après, on pourra être amené à adapter. Donc, si on a des terrains qui sont plus en fonction de la nature des terrains, donc notamment là, on parle d'un terrain drainant, donc on pourrait s'attendre à avoir des terrains un petit peu plus perméables, donc avoir plus de tendance au fluide pour pénétrer dans le terrain. Donc, en fonction de la bentonite que l'on utilise de base, peut-être qu'on pourra déjà juste jouer sur sa composition, sur son dosage pour augmenter un peu la viscosité. Et si vraiment cette bentonite n'est pas adaptée, on pourra en effet trouver des bentonites avec des caractéristiques qui auront des bentonites qui auront plus tendance à développer du gel, donc un seuil d'écoulement plus élevé, et qui pourront peut-être permettre de mieux répondre à la problématique qu'on rencontre par rapport au type de terrain rencontré. Je vais peut-être en faire juste une dernière que j'avais notée, qui était sur le volume de réserve. Bon, pareil, après, je laisserai compléter. Il y avait des questions sur le monitoring, les moyens de monitorer le volume de boue, ce genre de choses. Alors, je pense que c'est quand même toujours assez compliqué de mesurer réellement le volume. En tout cas, on ne va pas le faire tel qu'on le ferait pour le béton. Néanmoins, il y a toujours des moyens quand même de surveiller, surtout dans les arrêts ou quand on a fini une phase d'excavation, on peut toujours surveiller quand même le volume, le niveau de boue. On est capable à peu près d'évaluer si on est sur des pertes diffuses qui sont raisonnablement contrôlables juste par des compléments de boue ou sur des pertes plus sévères qui, elles, nécessitent soit d'essayer de bloquer par des produits colmatants, et on sait qu'au-delà d'un certain volume, alors moi je l'estime, je pense qu'au-delà de 5 à 10 mètres cubeurs de pertes, on commence à rentrer sur des choses où il faut faire des pré-traitements, donc ce sera l'objet de la présentation qui va suivre, où on va être obligé quand même de faire des pré-traitements parce que ça devient très problématique. Et généralement, en termes de volume de réserve, nous on estime qu'il faut que, en fonction du volume du plus grand panneau à bétonner, on doit avoir entre 2 et 3 fois le volume d'un panneau en volume de stockage. Je pense que tu dois dire qu'on ne va pas simplement parce que... On a effectivement d'autres questions. Vous êtes deux. On a effectivement d'autres questions qui sont très intéressantes. Je vais essayer d'y répondre via le chat directement. Mais on va commencer directement à la présentation de Thomas. Sinon, vous êtes encore là pour demain matin. Je ferme les yeux. Thomas, on ne t'entend pas.
Je suis en mute. Pardon, c'est mieux? Oui, là, on t'entend, c'est bon. Ok. Ouais, bonjour à tous. Donc, pour terminer cette matinée de présentation, je m'appelle Thomas Rabourg, je suis chargé d'affaires travaux au sein du service injection CEFI Intrafort. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une activité un peu annexe à la paroi moulée, qui sont les injections de comblement préalables aux travaux de paroi moulée. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais tout d'abord définir et présenter les objectifs de ces injections de comblement, avant d'aborder les contextes géologiques dans lesquels ces injections sont nécessaires. Je vais donc m'attacher à présenter le phénomène de dissolution de gypse, des exploitations d'anciennes carrières souterraines, les contextes de karst ou encore de fissuration de rochers ou de la craie. Ensuite, je développerai le mode opératoire de ces injections de comblement préalables, qui se découpent en 3 grandes phases: fourrage et équipement, comblement gravitaire et injection de clavage. Enfin, je vous présenterai 2 chantiers de paroi moulée pour lesquels ces travaux d'injection ont été nécessaires. Donc, l'ouvrage annexe 6401P à Aubervilliers, réalisé dans le cadre du lot 3 de la ligne 16 du Grand Paris Express, et un puits de chute pour le micro-tunnelier dans le cadre des travaux de refonte de l'usine du SIAP de Clichy. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les injections de comblement consistent à la mise en œuvre dans le sous-sol de mortiers ou de coulis pompables dans le but de combler des horizons vides ou décomprimés. L'objectif de ces injections, qui sont réalisées en amont des travaux de paroi moulée, est de limiter le risque de perte de bouts de forage à la benne ou au cutter, ainsi que les surconsommations de béton lors du coulage des panneaux. Je vais maintenant présenter différents contextes géologiques qui peuvent nécessiter ces travaux d'injection préalables, en commençant par la dissolution de gypse. Donc, le gypse est une roche de la famille des évaporites, c'est-à-dire qui s'est formée par cristallisation chimique de minéraux gypseux dans un environnement lagunaire où l'évaporation était importante. Les formations gypseuses peuvent être présentes dans tous les terrains sédimentaires du globe et s'être formées à des aires géologiques très variées. Dans le bassin parisien, qui constitue le plus gros gisement de gypse exploité du territoire français, les formations gypseuses datent de l'Éocène supérieur, c'est-à-dire il y a moins 34 à moins 48 millions d'années. Elles sont caractérisées principalement par les masses du gypse du Ludien et les couches lenticulaires antéludiennes situées dans les marnes et caillasses et le marneau calcaire de Saint-Ouen du Lutétien supérieur. Ils se présentent sous la forme de couches horizontales plus ou moins régulières ou lenticulaires. Donc le gypse est une roche soluble. C'est pourquoi lorsqu'il se retrouve en contact avec une eau sous-saturée en gypse, on observe un processus de dissolution du minéral. Si l'écoulement du fluide sous-saturé au contact de la lentille gypseuse est suffisant pour que le fluide en contact soit régulièrement sous-saturé, alors la lentille gypseuse est progressivement dissoute. Il en résulte la création de vides ou de niveaux très fortement décomprimés. Ce phénomène naturel de dissolution de gypse a été accéléré par l'homme à l'ère industrielle par l'action des pompages des aquifères et des battements de nappes associés. En Île-de-France, le périmètre de risque de dissolution du gypse antéludien, représenté en jaune sur la carte, est localisé principalement dans le nord de Paris et en Seine-Saint-Denis. Lorsque les ouvrages de parois moulées ont lieu dans ces secteurs géographiques, il est nécessaire de procéder à des injections de comblement en amont des travaux. Les carrières souterraines, qui ont fait l'objet de l'exploitation par l'homme depuis l'époque gallo-romaine, sont présentes sous différentes formes sur le territoire métropolitain. Sur la région francilienne, on distingue les carrières de calcaire grossier du Lutétien, exploitées pour la qualité de sa pierre de construction, et les carrières de gypse du Ludien, utilisées principalement pour la chaux. Elles sont dispersées un peu partout sur la région francilienne, avec une importante zone dans le sud de Paris, ainsi que la Petite Couronne. Sur le territoire, on peut aussi citer les marnières et les cailloutières en Normandie, ainsi que les carrières de craie qui ont été exploitées en Catiche dans le nord, qui sont d'autres formes d'exploitation. Ces carrières ont pu être partiellement remblayées par des déblais de carrière, qu'on appelle bourrage, et sont encore en grande partie vides. Troisième contexte géologique, le karst, qui est une structure géomorphologique qui résulte de l'érosion souterraine hydraulique et hydrochimique de roches solubles, principalement carbonatées comme le calcaire. Ces karsts présentent pour la plupart un paysage tourmenté, un réseau hydrographique
souterrains et un sous-sol creusé de nombreuses cavités qui peuvent nécessiter des injections de comblement préalables. Enfin, les sites soumis à la fissuration ou à la fracturation de rochers ou de la craie, ainsi que les terrains drainants, tels que les horizons de gravier et de galets qui ont été évoqués par Olivier Madec, sont d'autres contextes géologiques que nous pouvons citer dans lesquels les travaux d'injection de comblement peuvent s'avérer nécessaires. Donc, les fissures et les fractures existantes dans le rocher et la craie sont dues principalement aux contraintes induites par la tectonique des plaques et ont été accentuées au cours du temps par les circulations d'eau. Les terrains drainants correspondent le plus généralement à des alluvions grossières, transportées et déposées par les cours d'eau au fil du temps. Passons maintenant au mode opératoire de ces travaux de comblement préalable. Donc, les injections de comblement préalable aux parois moulées se décomposent suivant le phasage général que vous avez présenté ici dans le bloc diagramme. Donc, les deux premières étapes consistent à l'exécution du forage, puis à l'équipement du trou de forage réalisé par un tube PVC qui est crépiné au niveau des horizons présentant des anomalies, donc des vides ou des décomprimés. On procède ensuite à la mise en œuvre d'un premier coulis ou d'un mortier de comblement gravitaire qui peut être livré prêt à l'emploi en toupie ou fabriqué sur chantier, comme c'est expliqué dans ce bloc diagramme, à l'aide d'une centrale mobile avant d'observer une période de séchage de 7 jours. Enfin, on réalise l'injection de clavage sous faible pression afin de combler le vide résiduel formé par la décantation du mortier de comblement gravitaire au toit de la cavité. Donc, pour la réalisation des forages, on a le plus souvent recours à un atelier qui se compose d'une foreuse thermique avec ou sans barillet, montée sur châssis à chenilles. Le plus souvent, les forages sont réalisés en rotation pure et à l'aide d'un tricot nadant ou à picot, tel qu'illustré ici. Pour la mise en place, mais ce n'est pas les seuls outils, ça dépend bien sûr des terrains traversés. Pour la mise en place d'un seul tube d'équipement, donc on utilisera un diamètre de forage qui sera de 114 mm en général ou 120. Pour la réalisation du forage, nous aurons recours à un fluide de forage. Donc, ce fluide de forage permet de refroidir l'outil de forage, de le nettoyer, de le lubrifier, mais aussi de maintenir les parois de forage et de contrôler les pressions de fluide. Enfin, il permet de transporter et d'évacuer les cuttings, c'est-à-dire les déblais de forage, en les maintenant en suspension. Le fluide de forage utilisé est soit l'eau claire ou bien une boue de forage qui peut être soit naturelle, soit fabriquée à partir de bentonite ou de polymère. Donc, l'utilisation d'une pompe à membrane ainsi que d'un tamis vibrant permet de travailler en circuit fermé, de contrôler la qualité de la boue de forage et d'économiser ainsi les consommations d'eau. La boue de forage, chargée en cuttings, est ainsi pompée en surface, envoyée vers le tamis vibrant où la fraction solide la plus grossière est écartée avant que le fluide de forage soit réinjecté dans le forage via le train de tige. Pour certains projets, on peut avoir recours à un coulis de ciment en tant que fluide de forage qui participera ainsi à une première phase d'injection. J'aurai l'occasion d'y retourner, d'en reparler tout à l'heure lors de l'illustration de l'OA 6401P. Les enregistrements numériques des paramètres de forage, qu'on appelle la diagraphie instantanée, qui sont corrélés aux observations du forage, telles que l'avancée rapide de l'outil de forage ou la perte du fluide de forage, permettent d'identifier la profondeur et l'épaisseur d'une zone décomprimée ou d'une cavité. En effet, lorsque le forage traverse un vide franc ou un décomprimé, les diagraphies instantanées montrent une forte augmentation de la vitesse d'avancement, anticorrélée à une diminution du couple de rotation et de la pression d'injection. Afin d'interpréter la diagraphie, la pression de poussée doit rester la plus constante possible, mais elle peut chuter aussi dès lors que le forage traverse un horizon décomprimé. Une fois le forage réalisé, on procède à l'équipement. Donc pour les travaux de comblement par injection, on mettra en place un unique tube PVC de diamètre intérieur 56 mm 60 extérieur, qui sera crépiné, comme illustré ici, sur toute la hauteur des terrains à combler, le plus souvent à partir de la perte de fluide du forage. Le tube crépiné sera surmonté d'un tube PVC lisse, de même diamètre, mis en place sur la hauteur des terrains de recouvrement jusqu'à la surface. Après équipement, on procède au lavage des forages afin d'éliminer les bouts de forage résiduels. Comme je l'évoquais tout à l'heure, donc le coulis peut être fabriqué dans une centrale béton et livré prête à l'emploi sur chantier, ou bien il peut être fabriqué directement sur chantier, dès que cela est possible, à l'aide d'une centrale de fabrication et d'injection mobile. La fabrication du coulis est réalisée dans un malaxeur haute turbulence Moritz.
Donc, les pesées des différents matériaux sont effectuées par des bascules étalonnées qui sont connectées à un automate de fabrication. La fabrication du coulis est réalisée par gâchets successifs de 1 à 2 mètres cubes. Et ce malaxeur alimente un bac de reprise de 6 mètres cubes qui sert de bac tampon, où le coulis est maintenu en agitation avant d'être injecté à l'aide de presses, qui sont le plus souvent des presses à piston, en tête de forage via les flexibles. Les matériaux qui composent le coulis sont stockés à proximité de la centrale. Ici, le ciment est stocké dans un silo vertical de 50 tonnes et le sablon est chargé dans la trémie à l'aide d'un chariot manuscopique. Donc justement, les matériaux qui entrent dans la fabrication de coulis d'injection, de comblement et de clavage sont, par ordre d'arrivée dans le malaxeur, donc l'eau, de la bentonite CV15, qui est une smectite sous forme de poudre claire, et qui va limiter la décantation du coulis et lubrifier les conduites d'injection. Donc la bentonite, elle est souvent conditionnée en vrac, dans un silo, ou en big bag, et le plus souvent en sac. Le coulis se compose aussi d'un ciment SEM 3C, qui est un ciment composé de 80 à 95% de laitier granulé de haut fourneau et de 5 à 19% de clinker. Ce ciment doit être prismaire et résistant au sulfate du fait de son contact avec des zones nappes agressives et sulfatées. C'est le ciment classiquement utilisé pour les fondations profondes ou les ouvrages souterrains. Enfin, un sablon de granulométrie 0,05 mm de classe GDR B2 qui sert de charge. Donc, la composition des coulis d'injection de comblement gravitaire et de clavage sont classiques, usuellement utilisées, sont présentées dans ce tableau et elles sont données pour 1 mètre cube de coulis. Donc, le comblement gravitaire, on utilise 1 tonne de sablon pour 150 kg de ciment et 560 litres d'eau. Le coulis de clavage, quant à lui, utilisera 500 kg de sablon pour 250 kg de ciment et 710 litres d'eau. Les dosages de bentonite sont donnés à titre indicatif, puisqu'en fait, ils peuvent être ajustés en fonction de la teneur en argile et de l'argilosité du sablon. Donc, dans le but de contrôler la qualité du coulis fabriqué sur chantier ou bien livré prêt à l'emploi, le chantier dispose d'instruments de laboratoire afin de réaliser des essais sur le coulis frais ainsi que des essais d'écrasement à la compression simple sur le coulis durci. Les mesures physiques réalisées sur coulis frais sont la densité à l'aide d'une balance baroïde, la viscosité à l'aide d'un côte de marche équipé d'un ajoutage de 8 mm pour les mortiers, la décantation à 2 ou 3 heures à l'aide d'une éprouvette graduée. Des séries de 9 éprouvettes sont confectionnées chaque semaine afin d'obtenir les valeurs de résistance à la compression simple sur des coulis durcis à 7, 14, 28 ou 90 jours. Donc, les caractéristiques physiques des coulis d'injection sont présentées dans ce tableau. Donc, le coulis de comblement gravitaire a une densité autour de 1,70 pour une viscosité comprise entre 10 et 14 secondes au cône de marche avec un ajoutage de 8 mm et une décantation inférieure à 14% à 3 heures. Celui de clavage a une densité de 1,50 pour une viscosité comprise entre 8 et 12 secondes et une décantation inférieure à 8% à 3 heures. Concernant la résistance à la compression à 28 jours, le coulis de comblement gravitaire a une résistance supérieure ou égale à 1,5 MPa, tandis que celui de clavage a une résistance plus importante, de l'ordre supérieur ou égal à 2,5 MPa. Concernant la mise en œuvre, et comme évoqué précédemment, la première phase d'injection de comblement gravitaire a pour objectif de combler les vides et de remplir l'espace annulaire du forage. Ce mortier est mis en œuvre gravitairement depuis la surface, via le tube PVC. Cette injection se poursuit jusqu'à résurgence en tête de forage du coulis de l'espace annulaire, ou bien jusqu'à la mise en œuvre d'un volume maximal de coulis défini au préalable. L'injection de clavage a, quant à elle, pour objectif de combler les vides résiduels qui se forment au toit de la cavité après décantation du premier coulis de comblement. Cette seconde injection est menée après 7 jours de séchage du coulis de comblement gravitaire et elle est réalisée à partir d'un obturateur gonflable simple, qui est illustré ici, qui est installé en tête de forage et qui a pour objectif d'appliquer une pression dans le forage. Cette injection de clavage est poursuivie jusqu'à l'obtention d'une pression maximale de 5 bars, en général, elle peut être réduite, ou bien la mise en œuvre d'un volume maximal de coulis défini au préalable. Je vais maintenant
donc illustrer mes propos avec deux chantiers types. Donc, en commençant par l'ouvrage annexe 6401P qui a été réalisé en parois moulées sur la ligne 16 l'O3 du Grand Paris Express. Donc, des injections de pré-traitement ont été réalisées afin de s'exonérer des risques de perte de boue et de surconsommation de béton associés à l'aléa de dissolution du gypse antéludien. Pour cet ouvrage, les forages ont été descendus jusqu'à 42 mètres de profondeur, soit 1,50 m sous le pied de la paroi. L'équipement du forage comprenait un tube crépiné sur la hauteur des mains de l'écaillasse, traversé par le forage et qui présentait des lentilles de gypse potentiellement dissoutes. Donc les forages étaient espacés selon une maille carrée de 3,50 sur 3,50 en quinconce, de part et d'autre des panneaux de parois moulées. Et au niveau des angles, pour les barrettes de fondation des grues. Je vais maintenant vous présenter le logigramme du mode opératoire pour cet ouvrage qui est un petit peu particulier, puisqu'il a été choisi d'utiliser un coulis de bentonite de ciment en tant que fluide de forage. Donc, ce fluide est envoyé sous faible pression via le train de tige à l'aide de la presse sur la foreuse. Et l'utilisation d'un coulis de bentonite de ciment au forage présente l'avantage de diffuser du coulis au droit des zones décomprimées ou présentant des anomalies. De même, il permet une meilleure tenue des terrains dans l'objectif de faciliter l'équipement du forage. Donc, ce logigramme, il nous dit que si le volume du fluide de forage était inférieur à 5 m3, alors le comblement du forage était terminé. En revanche, si le volume de coulis de bentonite de ciment mis en œuvre lors du forage était compris entre 5 et 10 m3, alors on réalisait directement l'injection de clavage. En revanche, si le volume de bentonite de ciment est supérieur à 10 m3, alors on procède, comme traditionnellement, à une phase de comblement, suivie d'une phase de clavage. Concernant les injections de comblement, elles sont réalisées jusqu'à résurgence du coulis d'injection en surface par l'espace annulaire du forage, ou bien jusqu'à un volume maximum qui est ici arrêté à 20 m3 par jour. Si ce volume est atteint, alors le forage concerné subit une nouvelle injection de comblement dès le lendemain, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention du critère de résurgence en surface par l'espace annulaire. Une fois cette première injection de comblement terminée, on procède à l'injection de clavage. Les critères d'arrêt pour cette injection sont l'obtention d'une pression comprise entre 3 et 5 bars en tête de forage, et de nouveau, si le volume de coulis de clavage mis en œuvre dépasse les 5 m3 par jour, on arrête l'injection du forage, on procède au lavage du tube d'équipement et on procédera à une reprise des injections de clavage dès le lendemain, et ce jusqu'à l'obtention du critère de pression requis en tête de forage. Donc j'insiste, il est nécessaire de laver les forages à l'eau entre chaque phase d'injection et dès lors que le forage doit être réinjecté, afin de pouvoir justement le réinjecter le jour d'après. Donc ce mode opératoire donne lieu à un plan d'avancement suivant où les forages représentés en vert ont absorbé un volume de coulis bentonite de ciment mis en œuvre lors du forage inférieur à 5 m3. Ils n'ont donc pas subi d'injection de comblement et de clavage a posteriori. Les forages en jaune ont subi une injection de clavage puisque le volume de bentonite de ciment mis en œuvre lors du forage était compris entre 5 et 10 m3. Enfin, les forages en orange ont été comblés par injection gravitaire avant de subir une injection de clavage, le volume de bentonite de ciment mis en œuvre lors du forage étant supérieur à 10 m3. Deuxième et dernier chantier pour illustrer ma présentation. Donc, je vais vous présenter cet ouvrage qui est un puits de chute circulaire du microtunnelier qui a été réalisé en parois moulées d'épaisseur 60 cm dans le cadre de la refonte de l'usine du SIAP de Clichy. L'implantation des forages d'injection au droit de cet ouvrage suivait une maille circulaire de 3,69 à l'extrado et 2,87 à l'intrado de l'ouvrage. Les forages sont implantés en quinconce de part et d'autre de la paroi. La profondeur de forage était de 33,70 m, soit 1,70 m sous le pied de la paroi, ceci afin d'intégrer une longueur de surforage de 70 cm. L'équipement était crépiné sur 13,50 m de haut au niveau des marnes et caillasses qui sont soumis au phénomène de dissolution du gypse antéludien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.
Merci beaucoup, Thomas. On a une petite remarque sur un des ouvrages évoqués, sur l'OA 6401, qui ferait partie du lot 1, pas du lot 3, mais je ne savais pas. J'avoue, je ne savais pas. Ah, pardon, c'est une erreur de ma part, ouais, j'ai confondu avec... oui, j'avais oublié. C'est exact, pardon. Mais merci pour la remarque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis en train d'y répondre en même temps. Enfin, je reprends certaines en même temps. Pour l'instant, je pense que ça va. Est-ce que quelqu'un a une question impérative? Si vous voulez prendre la parole, sinon... Non, sinon ça me va. Pour moi, ça me va. Thomas, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Olivier ou Christophe? Non, c'est bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Non, on a déjà toute la liste sur le chat de Teams, donc on est en train d'y répondre au fur et à mesure. J'espère que cela vous convient à tous. Je vous remercie d'avoir assisté à ces exposés. La suite, le 14. Et il y aura la suite, bien évidemment, le 14 décembre pour la deuxième partie avec les paras de grande profondeur. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.